Les portes compartimentées grincent en s'ouvrant. Quelques secondes plus tard, la nuit explose, des missiles hurlent vers le ciel, traînant derrière eux des flammes à travers les continents. L'horizon s'embrase. L'humanité n'a plus que quelques minutes. L'apocalypse nucléaire est arrivée. L'heure zéro. Cela se produit presque trop vite pour être compris. Les satellites d'alerte au-dessus du Pacifique et de la Sibérie hurlent, alors que des dizaines de signatures thermiques s'élèvent à travers les nuages, puis des centaines, puis des milliers. Les radars d'alerte précoce en Alaska, au Groenland et à Kaluga s'illuminent comme des panneaux publicitaires au néon en un instant. Les superordinateurs pensent d'abord à un simple bug, avant de comprendre que les lancements viennent en fait de partout, simultanément. 30 secondes plus tard, des sirènes retentissent à travers les continents, profondément sous terre, dans le Wyoming et à Orenbourg, dans les déserts de Mongolie intérieure et sur les plateaux du Rajasthan. Les portes des silos s'ouvrent en grondant, des bras hydrauliques soulèvent d'énormes couvercles d'acier qui n'ont pas bougé depuis des décennies, même dans les océans. Les sous-marins lanceurs d'engins, composantes cachées de toute triade nucléaire, reçoivent des signaux codés confirmant l'impensable. Les autres puissances nucléaires ont eu l'autorisation de lancement. Leurs trappes s'ouvrent, tour à tour, des colonnes d'eau jaillissent, tandis que les missiles percent la surface, laissant des panaches blancs dans la nuit. T plus 1 minute, 60 secondes, après le début de l'apocalypse. Les premiers bombardiers décollent en urgence de Louisiane, Sibérie et France. Leurs pilotes savent que la mission est inutile une fois que les premiers missiles, déjà en vol, atteignent leur cible. Il ne restera que peu de pistes d'atterrissage, de ravitailleurs ou de chaînes de commandement pour leur retour. L'entraînement et l'instinct dominent leurs doutes, tandis que les moteurs hurlent vers le ciel. Suite une série d'interceptions de signaux. Les alertes précoces alimentent d'autres systèmes. Les réseaux de représailles automatisés, créés pour éviter qu'un pays ne meure seul, détectent les lancements et ripostent de façon similaire. Les réseaux de communication mondiaux croulent bientôt sous des alertes d'urgence et des ordres contradictoires. Des éclairs impulsions électromagnétiques traversent la haute atmosphère, certains pays faisant exploser des ogives pour aveugler les missiles. En un instant, les liaisons satellites vacillent, et la passerelle numérique du monde vers lui-même commence à disparaître. T, plus 3 minutes. 3 radars côtiers détectent des missiles balistiques lancés par des sous-marins surgissant de tous les océans. Ils frappent en premier et parcourent leurs trajectoires en 10 à 15 minutes. Les missiles intercontinentaux prennent plus de temps, parfois jusqu'à 25 à 35 minutes du lancement à l'impact. Mais il n'y a pas de long. Dans ce scénario, le poids d'une menace existentielle imminente laisse peu de temps pour comprendre, encore moins pour évacuer. Lorsque les missiles sont lancés, les dirigeants du monde ont 7 minutes. S'ils ont de la chance, pour décider comment ils seront rappelés. Les systèmes d'alerte précoce analysent des séquences de lancement et des zones d'impact, transmettant une masse de données aux dirigeants conscients qu'ils ne pourront se cacher. Mais qu'ils le veuillent ou non, il leur reste encore un choix, riposter, se venger ou disparaître silencieusement dans l'histoire. À Washington, la mallette nucléaire s'ouvre et les codes d'autorisation sont lus à haute voix pour la dernière fois. Le président a. 5 minutes avant la panne des réseaux à Moscou, la mallette Shiget vibre d'alerte. Des systèmes automatisés comme Dead Hand se préparent à lancer leur dernière salve, même si tous les officiers ont disparu. À Pékin, la commission militaire centrale peine à vérifier si l'Occident a réellement lancé l'attaque, ou s'il ne s'agit que d'un mirage électronique. Ici, pas le temps de vérifier. Les calculs priment et les missiles partent de quoi qu'il arrive. Mais la décision reste surtout obsédante à bord. Les sous-marins Vanguard de la Royal Navy patrouillent discrètement l'Indo-Pacifique, chacun avec 16 missiles Trident 2D5, capables de détruire 40 villes. L'équipage ne peut pas appeler chez lui. Ils utilisent un test simple. Écoutez BBC Radio 4 chaque jour. Si l'émission Today s'arrête, c'est leur signal. Ils ouvrent la lettre scellée, écrite par chaque Premier ministre britannique à son premier jour en fonction. Enfermé dans un coffre-fort de la salle de contrôle du sous-marin, nul ne sait si ces lettres ordonnent de riposter, de se retirer ou de rejoindre un allié. Mais un jour, il faudra les ouvrir, et pour ces équipages, ce moment est enfin arrivé. Les sous-mariniers attendent, main sur les clés de lancement, écoutant les parasites où la Grande-Bretagne était autrefois. Dans les grandes villes, les rares personnes qui voient les diffusions d'urgence se précipitent vers les métros et les sous-sols, serrant dans leurs mains des téléphones qui ne sont plus connectés à rien. L'afflux de communication sature les antennes relais. Les autoroutes sont paralysées alors que des millions de personnes fuient. Au-dessus d'eux, des traînées de fumée blanche sillonnent le ciel bleu, chacune transportant l'équivalent explosif d'un nouveau soleil T. 5 minutes plus tard,
À 5 minutes, les premières ogives arrivent. Elles tombent plus vite que le son, invisibles, jusqu'à ce que l'air lui-même commence à hurler. Les cibles prioritaires du monde, les épicentres de la civilisation, disparaissent à la fois simultanément et instantanément. Washington, District de Columbia, Moscou, Pékin, Londres, Paris, disparaissent instantanément, remplacés par des sphères de plasma plus lumineuses que le soleil, ravageant tout sur leur passage. Sur 3 km, des boules de feu montent dans la stratosphère, entraînant le sol liquéfié vers le haut. Des ondes de choc se propagent à plus de 1600 km/h, écrasant tout sur 16 km. Les poutres d'acier plantent comme des jouets. Les gratte-ciels s'effondrent comme des châteaux de sable. Le rayonnement thermique enflamme tout ce qui peut brûler jusqu'à 32 km à la ronde. Arbres, voitures, vêtements, personnes et asphalte se liquéfient instantanément. Des ombres restent sur le bitume là où des humains étaient. La destruction change selon l'altitude. Les explosions au sol projettent des millions de tonnes de sol radioactif dans l'air, contaminant tout sur leur passage. Les explosions aériennes sous le vent, déclenchées plus haut, maximisent souffle et chaleur sur de vastes zones, idéales pour anéantir des villes, en quelques secondes. Des dizaines de milliers de personnes aux tout premiers épicentres du monde se transforment en vapeur de carbone plus loin. La peau des victimes cloque, et fond à tel point que même ceux qui se trouvent à des kilomètres de là subissent des brûlures au 3e degré. Des débris supersoniques transforment l'air en tempête de rasoirs. Les bâtiments deviennent des projectiles. Scène captée à de nombreuses reprises par les caméras de sonnettes du monde, images survivant souvent à l'explosion. L'effet domino est bien réel. Après l'explosion, les centrales nucléaires se fissurent et libèrent de la vapeur radioactive. Les raffineries enflamment leurs réservoirs, explosant comme des bombes fuelaires. Des toxines se déversent dans le ciel en feu depuis les usines chimiques touchées par l'explosion. Ensuite, de nombreuses conduites de gaz enterrées surchauffent et éclatent, engloutissant des pâtés de maison dans des tempêtes de feu secondaires. Plus 30 minutes en 30 minutes. Des dizaines de millions de personnes sont mortes, vaporisées, écrasées ou brûlées au point d'être méconnaissables. Des millions errent dans les ruines, exposés à une dose mortelle de radiation. Leur peau faiblement lumineuse à cause des retombées. Les hôpitaux, casernes de pompiers, réseaux de police ont disparu, tout comme les hélicoptères de secours, alertes d'urgence et gouvernements pour intervenir. Le leadership mondial s'effondre. New York, Los Angeles, Chicago, Houston ont disparu, Saint-Pétersbourg et Moscou effacés. Tokyo, Delhi, Séoul, Téhéran, Londres, Paris et Berlin sont désormais réduites à des cratères et des cendres. Il est impossible de savoir combien de millions de personnes ont péri, alors que les incendies continuent de se propager. C'est la première fois dans l'histoire que les horizons de ces grandes capitales brillent tous en orange en même temps. Les répliques électroniques d'explosions ont leur propre vie. Les explosions en altitude génèrent des impulsions électromagnétiques capables de détruire tout appareil électronique. Les impulsions électromagnétiques touchent avions, hôpitaux et quartiers résidentiels sans entrave. Les réseaux électriques s'effondrent en chaînes. Les avions perdent leur avionique en plein vol. Certains tombent du ciel comme des traînées sombres. D'autres cherchent en vain des endroits viables pour atterrir à l'improviste. Aussi loin de chez eux, Internet et les téléphones s'éteignent tous pour toujours. L'humanité dans les zones d'impact vient de disparaître du réseau. En bas, les tempêtes de feu poursuivent leur frénésie dévorante. Des milliers de petits incendies fusionnent en un seul brasier de la taille d'une ville. Les flammes consomment l'oxygène plus vite que le vent ne le remplace, créant de puissants cyclones d'air surchauffé et de débris, appelés tornades de feu. Les températures atteignent près de 1100 degrés Celsius, l'asphalte fond comme du goudron, et le verre coule des gratte-ciel comme de la cire. Les incendies asphyxiant des personnes éloignées des explosions, car l'oxygène est aspiré. Les prévisions indiqueront seulement feu pour l'avenir. Lorsque les premières boules de feu surgissent, la planète a déjà choisi d'achever le travail. Ce qui avait commencé comme des contre-attaques ciblées se transforme en moins d'1 heure en un sacrement mondial de l'escalade. Chaque mécanisme de représailles, chaque protocole automatisé, chaque ordre humain désespéré est déclenché en même temps. Plus 1 heure. Les sous-marins reçoivent des codes de lancement authentifiés. Les équipages de missiles balistiques intercontinentaux activent les verrous à 2 et tournent les clés. Les bombardiers importants sont déjà en vol, naviguant dans le maelstrom de catastrophes qui se déchaîne à travers la Terre. La plupart des vecteurs sont désormais des missiles, et tous s'apprêtent à s'abattre en grand nombre sur le reste de la Terre. Pendant cette phase, les sous-marins lanceurs de missiles vides de l'arsenal s'élèvent dans le ciel depuis chaque patrouille océanique. Certaines atteindront les côtes en 10 minutes, tandis que les missiles balistiques intercontinentales mettront 10 à 20 minutes pour arriver.
La destruction mutuelle est pratiquement garantie d'ici la fin de l'heure suivante, avec quelque chose comme 12 000 ogives. La totalité des stocks mondiaux sera lancée dans les airs en même temps. Plus 3 heures, et la moitié du monde se réveille encore à ses propres funérailles. Les champignons atomiques ont atteint l'espace, transformant la haute atmosphère en une ecchymose bouillonnante au cœur de ces nuages. Des villes pulvérisées se mêlent à la terre vaporisée et aux cendres irradiées. La gravité empire la situation quand les retombées radioactives tombent, scintillant faiblement à l'aube. C'est étrangement beau. Si l'anéantissement pouvait être beau, invisible, inodore et totalement mortel, la poussière se propage dans les courants jets, contaminant des centaines de kilomètres autour des explosions. Les survivants découvrent encore que la survie est relative. Ceux qui ont réussi à atteindre des abris militaires profonds ou des bunkers de la guerre froide sont, pour l'instant, de rares chanceux. Mais la sécurité a une date d'expiration. Les filtres vont s'encrasser et les réserves d'air vont diminuer. C'est inévitable. Des rations prévues pour quelques semaines deviennent soudain la ressource la plus précieuse sur Terre. Des millions de personnes errent dans les ruines, souffrant de nausées, brûlures et saignements de gencives. Premier signe du syndrome d'irradiation aiguë. Il n'y a plus d'hôpitaux, de morphine ni d'eau potable. Les rivières brillent à peine à cause du césium. Chaque gorgée est un lancer de dés radioactifs. Bientôt, encore plus d'infrastructures civilisationnelles se joindront à cette fête de la destruction. Les câbles sous-marins se rompent dans des tranchées en fusion, les satellites explosent en orbite, dispersant des débris spatiaux à 27 000 km à l'heure. Le Global Positioning System disparaît, le contrôle du trafic aérien disparaît, le système bancaire disparaît. La nouvelle vague de bombes nucléaires détruit centres de commandement et champs de missiles loin des capitales nationales. Ces frappes visent à étouffer les artères de la civilisation. Ports, raffineries, centres céréaliers, canaux, barrages, superstations électriques, jonctions ferroviaires et fermes satellites. L'essentiel, pour maintenir la vie moderne, a été étudié et intégré au plan d'urgence depuis des décennies. L'espace ne sera pas épargné non plus. Les armes anti-satellites et les explosions en haute altitude aveuglent les satellites et rendent l'orbite terrestre basse dangereuse. Le résultat, c'est une saturation. Les tempêtes de feu provoquées par des explosions adjacentes fusionnent dans des incendies qui s'étendent sur des continents entiers. Les impulsions électromagnétiques et les dégâts des explosions provoquent l'effondrement des réseaux simultanément à travers les hémisphères. Les Global Positioning Systems et communications mondiaux cessent simultanément. L'environnement se déchaîne, les incendies franchissent toutes les frontières. Désormais, des régions entières brûlent sans contrôle, leurs usines chimiques et industries déversant des toxines dans l'air, dans des nuages de fumée toxique. En Inde et en Chine, la fumée de centaines de villes forme une bande continue visible depuis l'orbite. Les réacteurs nucléaires abandonnés ou endommagés par les ondes de choc commencent à fondre, ajoutant leurs propres signatures isotopiques au cocktail de poison mondial. Le soleil disparaît derrière la suie, plongeant la moitié de la planète dans une nuit radioactive précoce. Le premier jour, les morts immédiates se comptent par centaines de millions, puis par milliards, à mesure que les défaillances des infrastructures, les radiations et les explosions secondaires frappent pendant l'espace de quelques heures. Le monde est devenu une planète où toute gouvernance est impossible. Les lancements cessent uniquement parce qu'il n'y a plus rien d'où lancer, et parce que chaque dernier doigt autorisé a déjà accompli son terrible devoir. À la fin du premier jour, la civilisation mondiale a été remplacée par une dispersion de poches terrifiées, chacune convaincue d'être la dernière encore en vie. Dehors, le monde brûle en silence, sauf le crépitement du feu et le doux sifflement des retombées. Jour 2, la planète est couverte d'un linceul chatoyant et invisible. Les courants jets entraînent la fine poussière des villes anéanties à travers chaque longitude. L'atmosphère est devenue une lente marée de poison. En 2 jours, les retombées radioactives parcourent le globe. La Scandinavie brille sous la poussière américaine. Pendant ce temps, l'Australie et l'Amérique du Sud, considérées comme les hémisphères les plus sûrs, connaissent des pics de radiation bien supérieurs à la normale. Dans les bunkers et sous-sols, la maladie des radiations frappe par vagues, les familles pliées de nausées et de fièvre. La peau cloquée, les cheveux tombent en masse. En quelques jours, cela ne fera qu'empirer. Hémorragie interne, défaillance des organes, infection. Ces gens, isolés sur une île, n'ont pas accès à un médecin ni à une transfusion sanguine. Peu de solutions existent pour soulager la douleur. Généralement, les mourants géreront eux-mêmes leurs souffrances. Certains abris pratiquent une sombre miséricorde, enfermant les malades pour économiser l'air. D'autres se taisent, un à un, jusqu'à ce qu'il ne reste que des grésillements sur leur radio d'urgence. Ceux qui peuvent encore tenir debout et se déplacer librement envisagent leurs options pour une subsistance à long terme. Elles sont pour la plupart sombres. L'eau en bouteille se négocie comme de l'or.
Les rivières et lacs transportent le limon des infrastructures détruites. Les usines de dessalement sont anéanties. Même les tonneaux de récupération d'eau de pluie, autrefois symbole d'autonomie, se remplissent de morts venus du ciel. La nourriture n'est guère mieux. Les cultures sont couvertes de césium. Les carcasses de bétail pourrissent sur un sol contaminé. La famine suit la radiation. Les tirs remplacent peu à peu la conversation. Chaque boîte de haricots comptant désormais autant que la vie. Au 4e jour, des incendies de forêt font désormais rage de façon incontrôlable à travers le monde. Les cerfs, le bétail, les éléphants et tous les animaux trop gros ou trop lents pour survivre ont disparu. En quelques jours, les insectes prospèrent grâce à leur acide désoxyribonucléique résistant aux rayons gamma. Le long des côtes, les océans meurent en silence, recouverts de pétrole et de rejets radioactifs. Les récifs coralliens blanchissent, les poissons s'échouent en masse sur les plages, tandis que les oiseaux marins tombent du ciel en plein vol. Jour 7. Après une semaine, le monde n'est plus séparé en nations ou alliés. Restent l'intérieur et l'extérieur, les vivants, les mourants, et dehors, les retombées. Neige continue à tomber sans fondre. Semaine après, le monde devient une immense cheminée. Environ 12 000 explosions nucléaires, équivalent à toute la puissance des arsenaux humains, ont envoyé des millions, voire des milliards de tonnes de suie et de carbone dans la stratosphère. C'est plus que l'impact qui a anéanti les dinosaures, et plus haut que tout nuage accessible ou dissipable par l'homme. Le voile noir enveloppe la planète en quelques jours, changeant l'atmosphère bleue en une brume orange sale. La lumière du soleil chute de 90%, plongeant progressivement la Terre dans une nuit artificielle sur tous les continents. À midi, le ciel paraît crépusculaire au-dessus d'une mine de charbon. Les températures baissent, et ce n'est pas sans raison. Des décennies de modèles scientifiques indiquent un refroidissement global moyen de 25 à 35 degrés Celsius dans les zones tempérées. Des chutes de température plus brutales près des pôles. Au début d'un hiver nucléaire, les champs de blé d'été au Kansas gèlent. Le sable du Sahara durcit avec le givre. La pluie devient grésile, puis neige, et enfin silence. Les océans refroidissent en surface, emprisonnant la chaleur sous une couche glacée. La photosynthèse cesse presque. La mi-juillet dans les régions les plus chaudes du globe ressemble désormais à la mi-janvier partout ailleurs. Le grand feu de l'humanité a créé sa propre ère glaciaire. Semaine 2, l'effondrement agricole est total. Les cultures meurent à cause de l'obscurité, pas de la sécheresse ou de la chaleur. Les feuilles jaunissent, noircissent le sol. Les microbes suffoquent. Les vaches meurent de faim puis gèlent sur place. Quand le plancton meurt, les pêcheries disparaissent, car la chaîne alimentaire s'effondre. Les rares poches de verdure restantes, celles sous des lampes de culture ou sous des serres en verre, seront bientôt à court d'électricité. Semaine 3. À l'intérieur des bunkers, la crise de la faim s'accélère. Les vieux manuels de survie n'indiquaient pas que les conserves se périmentent plus vite. Quand on voit son souffle, les boîtes de conserve gonflent ou explosent, compromettant l'étanchéité. La maladie accompagne la faim, et l'infection se répand chez les corps affaiblis. Certains optent pour le cannibalisme, d'autres préfèrent ne pas se réveiller. L'effondrement psychologique est aussi complet que l'écologique. Les humains sont faits pour le lever du soleil, les cycles, le sens. Les radios ne diffusent plus que des parasites, et le temps paraît brisé. Certains survivants s'aventurent dans la neige sans jamais revenir, d'autres s'accrochent, murmurant des prières à un ciel sourd. Mois 1. Le monde brûle au ralenti tandis que le temps s'écoule lentement. Les températures mondiales ont chuté brutalement, un crash planétaire auquel personne n'avait consenti. Les océans gèlent sur les côtes, et les tempêtes tropicales deviennent des blizzards. Vous espériez récolter de l'eau de pluie à boire ? Tant pis. Quand elle tombe, elle est assez acide pour décaper la peinture d'un camion. La couche d'ozone est si endommagée qu'une courte sortie en journée cause des brûlures au 3e degré. Tout cela pour dire que la Terre subit maintenant l'équivalent climatique d'une crise de nerfs. Mois 6. La nourriture disparaît, entraînant la mort par faim de la plupart des humains restants. Les gens ne peuvent ni cultiver, ni faire pousser de récoltes. Il n'y a pas de soleil, et le sol est gelé ou empoisonné. Les rares survivants du premier mois luttent désormais pour des boîtes de maïs à la crème périmée depuis des années. Même les chercheurs en Antarctique et les insulaires du Pacifique Sud commencent à comprendre qu'ils ont remporté la loterie la plus déprimante du monde. Ils vont mourir de faim, en dernier, sans hygiène, avec des systèmes immunitaires détruits par les radiations, le choléra, le typhus, la dysenterie et le cancer, la rage, les infections deviennent fatales. Les coupures de papier sont en gros des avis de décès en cours. Les mers s'acidifient alors que l'hiver nucléaire arrive. Le phytoplancton producteur d'oxygène marin disparaît en masse. Sans eux,
L'atmosphère perd son équilibre. La planète commence sa longue et lente asphyxie. Les forêts vont bientôt s'effondrer, les pollinisateurs disparaître, et l'humanité causera une 6e extinction de masse. Produite fièrement chez nous un an plus tard, les frappes nucléaires relèvent déjà de l'histoire ancienne. Moins de 50 millions d'humains subsistent, pour la plupart malades, mutés et spirituellement en faillite. Les abris souterrains grincent sous l'air recyclé. Des îles isolées abritent de petites tribus qui vivent de poissons lumineux la nuit. La providence divine ou les radiations, nul ne sait. L'hémisphère sud s'en sort mieux. La Patagonie, la Tasmanie, la Nouvelle-Zélande respirent encore, donc de mieux se mesurent en centimètres, pas en kilomètres. Cependant, lentement, l'atmosphère commence à s'éclaircir légèrement. La suie retombe, et la lumière du soleil revient timidement à la moitié de sa force, laissant réapparaître les premières taches de ciel bleu. Tel un miracle interdit, c'est un spectacle apprécié par l'humanité restante. Les températures augmentent un peu, mais la destruction de la couche d'ozone rend la lumière du jour mortelle en minutes. Les cultures pourraient repousser dans 5 ou 10 ans, en supposant que ceux qui restent se souviennent encore comment fonctionnait l'agriculture autrefois. L'air sent la rouille et l'iode. La terre se remet techniquement, mais c'est comme dire qu'un cadavre refroidit bien. Tout ce qu'on considérait autrefois comme permanent a disparu. L'infrastructure mondiale est irrémédiablement endommagée. Le nombre d'espèces a été réduit de moitié en l'espace d'une seule année, et le génome humain est limité à une poignée de survivants fragiles. Et l'âge de pierre, il est de retour. 12 500 ogives ont été lancées, un nombre si grand qu'il en devient abstrait. Chaque bombe a effacé bien plus que des villes. Chaînes d'approvisionnement, écosystèmes et personnes indispensables ont disparu. La destruction se multiplie de façon exponentielle à chaque explosion. Les incendies créent la suie, qui produit la glace, causant la famine et la mort de la civilisation dans une chaîne violente. Vous avez vu l'effet de toutes les bombes nucléaires explosant. Mais que se passerait-il si une seule explosait ? Regardez. Et si les États-Unis lançaient une bombe nucléaire, minute par minute, pour voir comment le monde réagirait ? Ou cliquez plutôt sur cette vidéo.